Après des décennies de corruption gouvernementale et de déstabilisation économique, la plupart des grandes nations a commencé à sombrer dans un chaos généralisé à la fin du XXe siècle. Voici la chronologie des événements qui ont conduit au sombre futur de Cyberpunk. En 1990, la première guerre d'Amérique centrale explose. Elle va durer 4 ans. Les USA engagent des actions militaires au Panama, au Nicaragua, au Honduras et au Salvador. Pour maquiller ces ambitions impérialistes, qui font des centaines de milliers de victimes, les États-Unis prétendent lutter contre les communistes et les narcotrafiquants. Les soldats de l'armée américaine blessés qui sont rapatriés chez eux font bondir la demande en implants cybernétiques, une industrie qui va du coup se développer rapidement. De l'autre côté du globe, le bloc soviétique s'effondre, contraint de se rapprocher de l'Europe pour se sortir de la crise. Renforcée par cette alliance inattendue, l'Europe crée la CEE, Communauté économique européenne, au sein de laquelle l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest sont réunifiées. Les principaux pays membres sont la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Benelux et l'Italie. Mais à la surprise générale, le Japon est également intégré, détruisant tout espoir d'alliance que l'Amérique entretenait avec lui. Quant à la Grèce et l'Espagne, submergées par la crise, elles ne réunissent pas les conditions nécessaires pour intégrer cette nouvelle union. Les signataires adoptent une monnaie commune, l'euro-dollar, qui, grâce à la soudaine expansion économique du vieux continent, va bientôt devenir l'unique monnaie sur la planète. Les USA, inquiétés par cette montée en puissance de la CEE, vont rapidement durcir leurs relations avec elle. Et ainsi commence ce qu'on a appelé la guerre silencieuse, une sorte de nouvelle guerre froide au cours de laquelle les Américains vont lancer des opérations clandestines sur le territoire européen pour tenter de le déstabiliser. L'opération sera un échec, renforçant au contraire l'unité européenne et conduira à la dissolution de l'OTAN. Pendant ce temps-là, l'Afrique se divise en deux. D'un côté, l'Afrique du Nord et centrale. Celles-ci connaissent un développement sans précédent en fournissant la main-d'œuvre nécessaire aux multiples projets de stations orbitales et en profitant de la création au Kenya d'Orbital Air, corporation spécialisée dans le transport aérospatial. De l'autre côté, l'Afrique du Sud, qui s'enfonce complètement dans le chaos. Toutes les voies de communication sont coupées et des rumeurs courent sur un possible génocide. Enfin, c'est aussi en 1990 que l'homme d'affaires Richard Knight lance son projet de créer une ville utopique tournée vers le bonheur exclusif et la sécurité de ses habitants, isolée du chaos qui grandit dans le reste du pays. Après plusieurs études, le lieu choisi pour l'édification de cette cité idéale est Morro Bay, le long de la côte californienne centrale, et Richard Knight baptise la ville Coronado City. Avec le soutien de nombreuses corporations, principalement le texan Petrochem, le français IBM et l'américain Merrill Asukaga Finch, les travaux commencent fin 90. Afin d'assurer la sécurité des ouvriers en proie aux attaques des gangs, la firme japonaise Arasaka est sollicitée et intégrée au projet. Toutes ces mégacorps auront bien sûr une place de choix sur Corporate Plaza, le centre d'affaires ultramoderne prévu pour le centre-ville. En 1991, bien décidé à remporter la course à la conquête de l'espace, l'ESA, Agence spatiale européenne, crée la nouvelle navette Hermès. Celle-ci va accélérer le développement des nombreuses infrastructures à venir. Pendant ce temps-là, une petite société de l'industrie chimique basée à Rome, en Italie et nommée Biotecnica, fait une invention qui va changer la face du monde. Le Triticum vulgaris megasuavis, qui inclut dans sa formule secrète une suite de molécules CH2OH2 et qui sera du coup vite surnommé chouchou. C'est un alcool obtenu à partir de céréales, produit par des levures génétiques et des plants de froment. En quelques années à peine, tous les véhicules de la planète vont être adaptés pour utiliser cette nouvelle technologie qui va rapidement devenir la principale ressource énergétique, faisant de Biotecnica une méga-corporation surpuissante. Depuis son quartier général à Rome, la société va s'implanter successivement à Londres, à Bonn, à Paris, à Seattle, Dallas, Sydney et même à Rio de Janeiro. Côté américain, tant en raison de la crise économique que des protestations contre la guerre d'Amérique centrale, les émeutes se multiplient dans les zones urbanisées. Celles-ci vont entraîner l'accélération d'une autre innovation, les aérodynes, d'authentiques véhicules volants favorisés par le développement du Chu-2. En quelques mois à peine, le ciel se noircit soudain de véhicules volants aux couleurs de la police fédérale.
Enfin, c'est en 1991 qu'est créée la première grosse archéologie, à New Jersey. Une archéologie est une ville ou une énorme structure qui, par le biais d'une activité agricole ultramoderne intensifiée et d'un système de recyclage avancé, est autosuffisante. La ville nourrit elle-même ses habitants qui, très souvent, se coupent du reste du monde, s'assurant une certaine paix dans les limites de leur cité. En 1992, la lutte contre la drogue devient une priorité pour le gouvernement américain, alors que le trafic met de nombreuses villes à feu et à sang, principalement Miami, qui sombre dans le chaos. En réponse, l'Agence américaine de lutte contre les stupéfiants, la DEA, diffuse dans le monde entier une substance chimique qui cible et détruit une à une les plantations d'opium, de cannabis et de coca. En quelques semaines à peine, toutes les ressources des narcotrafiquants du monde entier sont réduites en poussière. Les gouvernements du Chili, de l'Équateur et de l'Afghanistan s'effondrent quasi instantanément, et de nombreux conflits armés émergent entre la DEA et les grands cartels de la drogue. En 1993, alors que James Richard Allen vient d'être élu 42e président des États-Unis, en représailles aux attaques américaines sur Bogota, les barons de la drogue colombiens font exploser une petite bombe nucléaire à New York, faisant 15 000 victimes selon les autorités et bien plus selon les habitants. Une rumeur court que le cartel a profité du soutien discret du Conseil européen qui entendrait ainsi répondre aux opérations clandestines américaines menées contre l'Europe dans le cadre de la guerre silencieuse. Quoi qu'il en soit, la bombe explose dans le Rockefeller Center à Manhattan, causant de vastes dégâts à travers toute la ville et y laissant une large zone de radiation pour de nombreuses années. Le centre de Manhattan devient le théâtre de combats urbains, avec de petites poches de civilisation réparties au nord et au sud de l'île. Le Queens, Brooklyn et le Bronx, épargnés par l'explosion, accueillent à présent l'essentiel de la population new-yorkaise. 1994 marque le début de ce qu'on appelle l'effondrement. Les États-Unis sont pris la main dans le sac à utiliser des méthodes informatiques illégales pour manipuler les marchés boursiers américains et européens. L'information, rendue publique, provoque un effondrement financier dans le monde entier. Le krach boursier est sans précédent. Aux USA, le nombre de sans-abri dans les rues explose. Le pays en compte 21 millions. Les révolutions techniques qui accentuent les inégalités économiques donnent naissance à deux classes sociales radicalement opposées. D'un côté, la population nantie des corporatistes, friande de technologie et avide de richesses matérielles. De l'autre, une classe pauvre, victime de l'instabilité économique. La classe moyenne a quasiment disparu. C'est également en 1994 qu'un accident dans une usine thermonucléaire va quasiment rayer de la carte la ville de Pittsburgh, entraînant la mort directe de 257 000 personnes et multipliant de manière vertigineuse les cas de cancer au cours des années suivantes. Le site de la ville est depuis lors surnommé le Pit, et il faudra des années pour que les nomades du clan Aldecaldo puissent venir la reconstruire. Sur la côte ouest, les travaux de Coronado City sont terminés et la ville est inaugurée en grande pompe par Richard Knight, qui espère pouvoir y développer un havre de paix. De son côté, l'Union soviétique, agrandissant son alliance avec la CEE, change de statut et devient l'URSS, Union des républiques souveraines soviétiques. 1995 est marqué par une immense guerre civile en Chine, au cours de laquelle le groupe armé de la cabale maoïste loyaliste prend peu à peu possession de larges parties du territoire, imposant à la population les règles strictes d'un maoïsme radical. En 1996, les pertes provoquées par le krach boursier ont fragilisé de nombreuses villes américaines. Submergées par le chômage, l'augmentation de la population, le sans-abri et la corruption, elles font banqueroute, les unes après les autres. Les États-Unis sont sur le point de s'effondrer. Le 17 août, la bande des 4, une coalition d'agences gouvernementales, CIA, FBI, NSA et DEA, bien décidées à rétablir l'ordre, lance un véritable coup d'État qui met fin à la démocratie fédérale des États-Unis. Le président James Richard Allen et le vice-président Harold Harrison Hunt sont assassinés. Jonathan Seward, secrétaire d'État à la Défense, suspend la Constitution américaine, instaure la loi martiale et prend la place vacante de président des USA soutenu par la bande des 4 qui devient autonome et, à travers lui, dirige à elle seule le gouvernement fédéral. De nombreux États refusant de se soumettre aux initiateurs de ce coup d'État commencent à ignorer l'autorité fédérale et se déclarent État libre. Le Texas sera le premier, devenant la République libre du Texas, suivi ensuite par l'Alaska, la Californie, le Nevada et l'Utah.
Au milieu de ce chaos, un Américain sur 4 n'a plus de domicile. Des milliers de manifestations au nom du droit à disposer d'un espace vital éclatent à travers le pays. Chassés de leurs fermes par la crise économique et par les tempêtes de sable qu'entraîne le réchauffement climatique, des familles entières adoptent un mode de vie nomadique, se rassemblant sur la côte ouest en formant des clans de plus en plus grands, et ce modèle se répand dans le reste de la nation. C'est également à partir de 1996 que le phénomène des booster gangs va se développer. Des bandes de rue ultra-violentes, boostées par la technologie cybernétique dont l'abus les fait souvent sombrer dans la cyberpsychose et qui se livrent à des guerres territoriales sans merci. En 1997, la crise au Moyen-Orient, causée par l'abandon progressif du pétrole au profit du Tchou-2, aboutit à une escalade dramatique des tensions qui se termine par une véritable guerre thermonucléaire. L'Iran, l'Irak, le Tchad, la Libye et les Émirats arabes sont réduits à l'état de poussière, ne laissant que très peu de survivants dans les régions les plus isolées. On estime le nombre de morts à plus de 120 millions de personnes. La catastrophe écologique a des répercussions jusqu'aux États-Unis. Dans les États du Midwest, de nombreuses villes modestes, déjà en état de faillite, sont balayées entre les inondations et les tempêtes de poussière. Les derniers habitants prennent la fuite. La plupart rejoignent les rangs des clans nomades. À peine les tempêtes de poussière terminées, Petrochem, Conag et Biotechnica en profitent pour racheter ces immenses parcelles de terre laissées à l'abandon pour un prix ridicule et y créer de vastes complexes agricoles gérés par des machines ou des journaliers sous la protection de gardes armés jusqu'aux dents. Dans la région dévastée, les autoroutes se transforment en champs de bataille alors que des meutes de boosters voyagent de ville en ville, pillant tout sur leur passage. Pour faire face à cette montée de la violence, l'armée américaine fonde alors les COGS, Combined Operation Groups, des groupes d'intervention armés répartis par région qui assument à la fois un rôle de maintien de l'ordre et d'opération militaire. En 1998, un tremblement de terre de magnitude 10.5 ravage Los Angeles. En moins d'une heure, l'océan Pacifique engloutit 35% de la ville, qui déplore 65 000 victimes environ. Un bilan finalement fort modéré que l'on doit au seul fait que la population locale se préparait depuis longtemps au Big One. La catastrophe humanitaire est néanmoins immense. Les bases militaires de LA sont emportées par l'océan, empêchant le gouvernement fédéral d'assurer le maintien de l'ordre et d'organiser efficacement les secours. Après quelques semaines de chaos total, le gouvernement fait appel au clan nomade de la Jodes Nation qui va mettre 3 ans à réparer les dommages causés par le tremblement de terre. Parallèlement, dans le Kentucky, les Ludds, un mouvement activiste néoludite, c'est-à-dire opposé à la modernisation et au développement technologique, prêchant un retour à la vie naturelle, se développent rapidement et entament une série d'attentats à la bombe qui vont durer près de 10 ans. Quant à Coronado City, la ville fondée par Richard Knight, les choses s'y avèrent bien plus compliquées que prévu. Depuis 4 ans, malgré la résistance des corporations, la mafia tente de mettre la main sur la cité ultramoderne. Richard Knight, refusant catégoriquement de négocier avec les mafieux, est assassiné le 20 septembre 1998 dans son penthouse de sa toute nouvelle Parkview Tower. L'émotion dans la ville est immense et quelques jours plus tard, en sa mémoire, le City Council rebaptise Coronado City en Night City. Du côté de l'URSS, l'industrie pétrochimique est rassemblée au sein d'une seule et unique entité nationale, la Sovoil, qui va bientôt connaître une expansion phénoménale et devenir la principale source de revenus du pays. En Grande-Bretagne, seul pays de la CEE à ne pas avoir été épargné par les émeutes qui ont suivi l'effondrement, la loi martiale est finalement instaurée également, obligeant le roi Charles III à s'exiler avec sa famille. Enfin, c'est en 1998 que les travaux du grand projet de transport ferroviaire transcontinental Maglev débutent. Ces navettes, grâce à l'avènement de la technologie de suspension électrodynamique, permettront des déplacements confortables à très haute vitesse, atteignant les 500 km/h, et relieront la côte est à la côte ouest des États-Unis, depuis Washington DC jusqu'à Night City en passant par Atlanta et Saint-Louis. En 1999, l'Europe termine les travaux de sa colonie lunaire baptisée Tycho et construise dans les îles Canaries un mass driver, une catapulte électromagnétique qui permet de propulser très rapidement des matières premières entre la Terre, les stations orbitales et la Lune. Alors que la situation s'est très légèrement apaisée sur le territoire, le gouvernement américain, toujours aux mains de la bande des 4, met fin à la loi martiale. Un répit de courte durée puisqu'elle sera réinstallée quelques mois plus tard.
En l'an 2000, des sectes millénaristes fleurissent à travers la planète, prédisant l'avènement de l'apocalypse. Dans un délire collectif, des milliers de personnes se mettent à migrer vers des communes isolées et des temples pour attendre la fin du monde. Pris de folie, les cultes millénaristes provoquent des vagues de suicides et de violences. À Berlin, 19 000 personnes meurent dans une attaque chimique lancée par un culte millénariste. Côté américain, en novembre, Jonathan Seward, toujours président, est assassiné. Il est remplacé en urgence par le général William Newell, qui dirigeait jusqu'alors le comité des chefs d'état-major interarmés. Cette année-là, les Européens démarrent la construction de la station spatiale Crystal Palace, au point Lagrange 1, baptisé L1. Les points Lagrange, décrits dès 1772 par le scientifique Joseph-Louis de Lagrange, sont des points privilégiés de l'espace où les champs de gravité de la Terre et du Soleil se combinent de manière à fournir un point d'équilibre à un troisième corps de masse négligeable. En somme, des situations idéales pour installer des stations géostationnaires telles que le Crystal Palace. En 2001, l'architecture du net est achevée grâce à la construction d'un réseau satellitaire mondial par la méga-corporation d'origine française WorldSat Communications Network. C'est, après l'invention du Chu-2, la plus grande révolution technologique des temps modernes, qui va bouleverser la vie quotidienne de milliards d'habitants en offrant des possibilités sans précédent d'échange de l'information, de contrôle à distance des ordinateurs et des appareils électroniques, etc. Mais c'est surtout une révolution qui va accélérer l'ascension fulgurante des mégacorporations et leur permettre d'accroître leur emprise sur les populations. C'est d'ailleurs en 2001 que les sociétés américaines d'armement Armatech et Lucchesi vont fusionner pour fonder Militech, seule mégacorporation d'armement et de sécurité susceptible de pouvoir un jour concurrencer le géant japonais Arasaka. Cette année-là, enfin, en Grande-Bretagne, l'armée profite de la loi martiale instaurée depuis 3 ans pour lancer un coup d'État et mettre véritablement fin à la monarchie. En 2002, les dirigeants de l'industrie pétrochimique soviétique Sovoil, qui n'a cessé de grossir jusqu'à devenir la principale force économique de l'URSS, déclarent soudainement leur indépendance, faisant de Sovoil une mégacorporation autogérée, refusant de se soumettre aux lois du pays et à l'autorité de l'État. C'est un violent coup dur porté au pouvoir politique et le président soviétique Gorbatchev est contraint de démissionner. La même année, l'ESA crée Copernicus, sa deuxième colonie à la surface de la Lune. En 2003 débute la Deuxième Guerre d'Amérique centrale. Elle va durer 7 ans. La bande des 4 envoie les troupes américaines dans l'espoir d'envahir d'un coup la Colombie, l'Équateur, le Pérou et le Venezuela. L'opération est un véritable désastre qui coûte la vie à des dizaines de milliers de soldats. Sur tous les fronts, l'armée s'enlise. C'est un coup dur pour la bande des 4, qui se révèle en outre incapable de gérer la sortie de crise. Le général William Newell, président par intérim depuis l'assassinat de Seward en 2000 et soutenu par l'armée, y trouve l'occasion inespérée de démanteler enfin la bande des 4. Et il fait voter une série de réformes qui renforcent le pouvoir fédéral. En 2004 éclate la première guerre corporatiste. Elle va durer 1 an. Les opérations commando et les attaques de piratage sur le cyberespace entre le français IBM et le kényan Orbital Air, se disputant le rachat de la compagnie aérienne TWA, marquent l'entrée du monde dans l'ère de la guerre ouverte entre corporations. S'affrontant sur tous les terrains où ils comptent des installations, en Amérique, en Europe, en Afrique et en Asie, les deux géants se livrent une guerre sans merci. Alors que le pays est toujours sous la loi martiale, le colonel Henry Jacobi est nommé par l'armée pour prendre le poste de président des USA à la suite du général William Newell qui prend sa retraite. En 2005, la cyberconsole est inventée, permettant à ses usagers de se connecter directement au net par le biais d'un implant neuronal, multipliant de manière phénoménale la vitesse et les possibilités des opérations en ligne. La maîtrise complexe de la connexion neuronale est toutefois réservée à des connaisseurs, que l'on baptise les netrunners. Après avoir perdu toutes deux des centaines de millions d'euros-dollars, les deux mégacorporations IBM et Orbital Air mettent un terme à la première guerre corporatiste. Mais elles ont ouvert une voie que de nombreuses autres vont bientôt suivre. À Night City, les attaques de la mafia ont fini par porter leurs fruits, lui donnant désormais un contrôle absolu sur la ville, après avoir infiltré le City Council.
Commence alors une ère sombre, surnommée la Mob Rule, qui va durer jusqu'en 2009 et au cours de laquelle la ville devient une plateforme de trafic de drogue et un haut lieu de la prostitution, entraînant peu à peu cette cité qui se voulait un paradis vers une violente guerre civile. Le 5 novembre, le tout nouveau président américain par intérim, Henry Jacobi, est assassiné en pleine rue. Rapidement, les soupçons portent vers une méga-corporation. L'armée déploie des moyens colossaux pour mener l'enquête. En 2006, le premier clone humain est créé in vitro. Dénué de conscience, il ne survit que 6 heures. L'enquête de l'armée sur l'assassinat du président Jacobi permet finalement d'identifier ses commanditaires. Montoga, une corporation d'armement se sentant lésée par l'avènement de Militech et à qui le gouvernement avait refusé un assouplissement législatif. Dans une démonstration de force sans précédent, surnommée Operation Big Stick, l'armée américaine somme les dirigeants de Montoga de quitter le pays dans les 4 heures. Ceux-ci ayant refusé de se soumettre à l'injonction, en moins de 12 heures, les forces militaires américaines détruisent l'intégralité des biens de la mégacorporation et exécutent tous les membres de son conseil d'administration. Cette intervention coup de poing résonna comme un message clair de l'armée américaine aux mégacorporations du monde entier. Il y avait des limites à ne pas dépasser. Cette année-là, en URSS, la corporation Sovoil, devenue indépendante, achète le brevet de Biotechnica afin de pouvoir produire du Tchou-2, ce qui va encore accroître son développement. En 2007, la deuxième guerre corporatiste débute. Celle-ci va durer 3 ans. Faute d'avoir trouvé un accord sur l'exploitation d'un nouveau gisement pétrolier découvert en mer de Chine du Sud, la soviétique Sovoil et le texan Petrochem se livrent des combats sans merci. Même les observateurs les plus cyniques sont choqués par le degré de violence qui en résulte. À l'autre bout du monde, depuis la Chine, la cabale maoïste loyaliste, dont le pouvoir s'est étendu, lance un assaut sur Hong Kong et en prend le contrôle. En 2008, les USA lancent un assaut sur la plateforme d'armement spatial russe Mir-13. L'agence spatiale européenne intervient et la guerre orbitale éclate entre les Euros et les Yankees. Le conflit s'aggrave de jour en jour, jusqu'à ce que le gouvernement européen décide d'utiliser le mass driver de la base lunaire Tycho pour faire s'abattre un rocher de 2 tonnes sur Colorado Springs. En l'espace d'1 seconde à peine, la ville américaine est rayée de la carte. Abasourdis, les USA acceptent de signer un accord de paix. En 2009, un prétendu groupe terroriste échoue à s'emparer du Crystal Palace, station spatiale européenne encore en construction. Menant l'enquête, l'ESA découvre que le gouvernement américain est le véritable commanditaire de cette attaque ratée et, en guise d'avertissement, projette un nouveau rocher de 5 tonnes cette fois au large de la côte de Washington DC. Le message est fort clair et l'arme de dissuasion massive des plus efficaces. En septembre, alors que la colère monte au sein de la population qui lui reproche sa politique internationale insensée, le gouvernement américain est contraint de se réorganiser et de programmer enfin les premières élections régulières depuis l'instauration de la loi martiale en 1996. Mike Blair est élu président et annonce dans sa première intervention qu'il met un terme à la loi martiale. Chacun essaie de croire qu'une ère nouvelle va apparaître. À Night City, les mégacorporations s'allient pour se débarrasser de la mafia. Pendant les 2 années qui vont suivre, sous la houlette des troupes surentraînées d'Arasaka, une série d'attaques, de bombardements, de fusillades et d'assassinats vont décimer définitivement les rangs de la mafia. Le City Council corrompu et dissolu est remplacé par de nouveaux conseillers dirigés par un maire à la botte des mégacorporations. La gentrification et la soudaine explosion des loyers va toutefois mettre un grand nombre d'habitants à la rue et Night City va rapidement devenir l'une des villes avec le plus fort taux de sans-abri. Pendant ce temps-là, l'ESA s'associe à l'URSS pour lancer une première mission vers Mars. Enfin, c'est en 2009 que Yuriko Sugimoto, un jeune étudiant à l'université californienne de Santa Cruz, va inventer le Brain Dance,
une technologie qui permet de faire revivre à toute personne la mémoire et l'expérience sensitive et émotionnelle d'une autre personne. D'abord utilisée par le gouvernement pour le reconditionnement des criminels et par Militech pour mettre en place des simulations d'entraînement militaire, Sugimoto, qui conserve son brevet, va ensuite créer Braindance Incorporated, une corporation destinée au divertissement pour le grand public. En 2010, les clones humains sont maintenant viables, mais il n'existe pour l'instant aucune technologie susceptible de leur offrir une personnalité ou une forme d'intelligence. Ils servent avant tout de donneurs d'organes pour les plus riches. En 2010, après 7 années d'enlisement et des dizaines de milliers de soldats tués en vain, le gouvernement des USA se décide enfin à mettre un terme à la Deuxième Guerre d'Amérique centrale. La gestion de la sortie de crise est catastrophique. Plus d'1 million de mercenaires sont abandonnés sur place par le gouvernement. Contraints de rentrer à pied au pays, ils entament ce qui sera appelé alors la Longue Marche. Elle va durer plus de 2 ans et conduire nombre de ces anciens soldats dans la culture nomade. Côté européen, le SA lance la construction au point Lagrange 5 de sa première colonie spatiale de type O'Neill, un habitat spatial cylindrique permettant la création d'une colonie de grande envergure. Elle est tout simplement baptisée O'Neill 1. En 2011, la station spatiale Crystal Palace est achevée au point Lagrange 1. Entre la base lunaire de Tycho, les missions martiennes et cette nouvelle station orbitale, tout semble indiquer que l'Europe a définitivement remporté la guerre de l'espace. En 2012, Chicago est frappée par une immense biopeste causée par un accident dans un complexe de recherche biochimique à l'université. Le drame va entraîner la mort directe de plus de 200 000 habitants de Chicago et détruire quasiment toute la ville. Jusqu'en 2020, elle restera une ville fantôme, hantée par un nuage toxique. C'est aussi en 2012 que prend fin la Longue Marche, à l'issue de laquelle seuls 10% de ses membres sont parvenus à rentrer chez eux. Les autres sont morts sur la route ou ont intégré les rangs de divers clans nomades, et en particulier ceux de la Meta Nation au large de Panama, dont la grande majorité des membres sont d'anciens militaires. En 2013, Netwatch, une agence de surveillance du net qui était auparavant un organisme privé, devient désormais un organe officiel opérant dans le monde entier suite à un traité ratifié par l'Europe et les États-Unis. Malgré cette surveillance accrue du net, le netrunner pirate Raj Bartmos y introduit secrètement un virus nommé Datacrash, lequel, des années plus tard, entraînera la destruction totale de celui-ci. Parallèlement, la première véritable intelligence artificielle autonome est conçue dans l'installation californienne de Microtech à Sunnyvale. Aux USA, le président Mike Blair est réélu pour la seconde fois. C'est également en 2013 qu'a lieu un événement fort célèbre de la culture cyberpunk. Alt Cunningham, netrunner pirate et petit ami du rocker Johnny Silverhand, est à l'origine d'un virus redoutable baptisé Soul Killer, capable de griller intégralement le cerveau de tout netrunner qui l'attaque après en avoir sauvegardé une image disque. N'ayant écrit ce code dévastateur que par défi, la jeune femme se refuse à le diffuser et se jure de ne jamais s'en servir. Quelques semaines après que son exploit a été révélé à la communauté des netrunners, Alt Cunningham est soudain enlevé par Arasaka, qui la détient dans la Arasaka Tower, son gratte-ciel de Night City, et qui entend bien lui soutirer son secret. Révolté, Johnny Silverhand organise alors un immense concert en bas de la tour, en signe de protestation, mais profitant de l'émeute occasionnée, il tente d'aller libérer sa compagne dans les geôles du complexe d'Arasaka. L'opération est un échec, se soldant par la mort d'Alt Cunningham. Et Johnny Silverhand, dévasté, est contraint de fuir le pays pour échapper aux troupes d'Arasaka, se cachant au Mexique parmi les membres du clan nomade des Aldecaldos. La légende raconte toutefois que l'esprit d'Alt Cunningham, sauvegardé par son propre programme Soul Killer, serait encore bien présent, errant comme un fantôme dans les couloirs du net. En 2014, la dissolution de la mafia leur ayant donné le champ libre, de nombreux booster gangs se développent à Night City et se livrent une guerre territoriale sans merci, surnommée la Metal War. En Chine, le Parti pour la libération du peuple reprend peu à peu le pouvoir sur les régions contrôlées par la cabale maoïste loyaliste et parvient même à libérer Hong Kong. En 2015, le Japon, profitant des forces d'Arasaka, intervient dans la guerre de Corée, à l'issue de laquelle les deux États du Sud et du Nord sont réunis.
passant alors des accords secrets avec la Corée unifiée et Taïwan afin de former une coalition, le pays du soleil levant inquiète fortement le Conseil européen, qui décide de l'exclure de la CEE. En réaction, le Japon crée sa propre monnaie, le New Yen. Sous l'impulsion de l'Allemagne, l'Europe se lance alors dans une guerre clandestine contre les mégacorporations japonaises pour limiter leur implantation sur le territoire européen. En 2016, la troisième guerre corporatiste éclate, opposant deux corporations de la finance, Merrill, Asukaga & Finch et la Fondation Rothschild. Contrairement aux guerres corporatistes précédentes, celle-ci a lieu presque exclusivement en ligne, chaque corporation faisant appel aux services de différents netrunners pour mener les attaques. Datacrash, le virus développé par Raj Bartmos, ayant déjà commencé à affaiblir les défenses du net, ces netrunners parviennent à s'attaquer plus aisément au réseau des corporations, entraînant la perte de milliards d'exaoctets de données. Après quelques mois de guerre sur le cyberespace, le conflit prend fin grâce à l'intervention de Netwatch, qui parvient à limiter l'accès au net à la majorité des netrunners impliqués dans ces attaques. En 2017, 7 grands groupes de familles nomades répartis à travers le monde se rassemblent sous l'appellation de nations. Ces 7 nations passent des accords pour travailler entre elles en bonne intelligence. Dans le même temps, Mike Blair est réélu pour la 3e fois à la présidence des États-Unis. Pour la première fois, il nomme une femme au poste de vice-présidente en la personne d'Elizabeth Cress. Alors qu'en Grande-Bretagne, des terroristes royalistes font sauter les barrages anti-inondation de la Tamise, si bien que Londres se retrouve totalement submergée. Peu à peu, ces forces royalistes parviennent à faire tomber l'autorité installée par la loi martiale et la monarchie est restaurée par le couronnement de la reine Victoria II. C'est également en 2017 que la deuxième colonie spatiale O'Neill est achevée par l'ESA au point Lagrange 3, baptisé Galileo. En 2018, gravement malade, le président américain Mike Blair est remplacé par la vice-présidente Elizabeth Cress. Surnommée la Lady from NORAD, cette ancienne haut gradée de l'armée américaine mène le gouvernement d'une main ferme. Mais considérée comme incorruptible, elle parvient rapidement à se faire apprécier par un électorat bien plus important encore que son prédécesseur. Et elle semble la seule à pouvoir tenir tête à son rival, Gerald Hastings, petit protégé des corporations qui aimerait bien prendre sa place. Au large de Panama, les nomades de la Meta Nation, d'anciens militaires pour la plupart, achèvent la construction de Metaki, une véritable cité flottante qui s'érige en nation indépendante, devenant à la fois un paradis fiscal et un asile fort prisé par les pirates. Quelques semaines après son inauguration, la cité se déplace vers Tampa, en Floride, pour participer à des travaux de reconstruction. Cette même année, l'ESA termine la construction de Paradise Station, sa 3e station O'Neill, située au point Lagrange 4. En 2019, alors que depuis plus de 20 ans, les drogues synthétiques ont remplacé les stupéfiants naturels d'antan, la Thaïlande et le Laos parviennent à recréer en secret des plants de pavot et lancent une production d'opium. C'est aussi à partir de 2019 que les High Riders, comme on appelle désormais les habitants des colonies orbitales, dont certains sont nés dans l'espace et n'ont jamais vu la Terre, vont commencer à se révolter et à réclamer que l'ESA leur accorde leur indépendance, désireux de couper les ponts avec les terriens et leurs problèmes interminables. Après de longs combats, les colonies Galileo et O'Neill One se déclarent nations indépendantes, alors que la colonie de Paradise Station est mise sous la loi martiale. Nous voici donc en 2020, l'ère des cyberpunks. Sous la main ferme de la présidente Elizabeth Cress, les USA se stabilisent peu à peu. Le pays se reconstruit lentement, comme en témoignent les premiers travaux entrepris par les clans des Jones et des Aldecaldos pour la reconstruction de la ville de Chicago. Quant à la NASA, elle tente de rattraper son retard sur l'ESA en lançant à son tour des missions sur Mars et sur Jupiter. Des rumeurs courent sur son projet de créer dès l'année prochaine la première base habitée sur Mars. Mais l'Amérique est loin d'être tirée d'affaire, encore écrasée par les troubles sociaux, écologiques et économiques qui ont suivi le grand effondrement. Et personne, sans doute, n'imagine que, dans moins de 2 ans, une série de nouveaux événements chaotiques va entraîner la destruction quasi totale du net. Et ça, c'est une autre histoire.